J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, ça reste entre nous sur Radio J, l'émission politique comme nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les réussites et les petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques. Le tout sans la moindre langue de bois, c'est rare et c'est tous les mercredis, 21h sur Radio J. Alors cette semaine, on va bien sûr parler de ce sondage de l'IFOP, paru hier dans le Figaro, qui a fait grand bruit. Un sondage qui place Marine Le Pen au-dessus des 30% à la présidentielle de 2027. Très loin devant tous ses concurrents. On va aussi évoquer la loi immigration, épisode 48. J'exagère à peine, on la croyait relancée avec l'attaque des terroristes du Hamas du 7 octobre et l'assassinat du professeur de français Dominique Bernard à Arras. Eh bien pas du tout, elle est plus encalminée que jamais. Et puis enfin, on va s'intéresser à l'antisémitisme qui explose partout en France et dans le monde, mais surtout aux réactions politiques qu'elle suscite sur le territoire national. Décryptage tout de suite avec nos invités. Alors, pour en parler, autour de la table, l'élite du journalisme politique, les Top Guns du décryptage, et tout d'abord l'indispensable Arlette Chabot, qu'on ne présente plus, mais qu'on ne plaisante pas non plus, et éditorialiste à LCI. Bonsoir. Arlette. L'inévitable Roselyne Fèvre, rédactrice en chef politique à France 24. Bonsoir. Roselyne. Et l'incontournable Mathilde Sirot, rédactrice en chef adjointe au Point. Bonsoir Mathilde. Bonsoir David. Alors, je vous rappelle la règle du jeu, même si vous la connaissez parfaitement. Pas de off, pas de langue de bois. Vous pouvez vous livrer sans phare, tout nous raconter. Bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, bien sûr, nous sommes encore à 4 ans de l'échéance et rien n'est joué, mais c'est peu dire que ce sondage sur la présidentielle de 2027, réalisé par IFOP, Fiducial pour le Figaro et Sud Radio, a fait grand bruit. Au premier tour de la présidentielle, selon cette étude, Marine Le Pen est testée au-dessus des 30% des suffrages dans toutes les configurations. C'est 7 points de plus qu'à la présidentielle de 2022. Elle devance ainsi tous les candidats potentiels de la majorité macroniste, dont le meilleur d'entre eux, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, se situerait autour de 26%. Alors, avec les réserves d'usage, bien sûr, puisqu'on est très loin de l'échéance, est-il encore possible de contrer l'irrésistible ascension de Marine Le Pen? Roselyne Fèvre. Écoutez, c'est vrai que l'actualité joue pour elle, hein. Que ce soit d'ailleurs pour les retraites ou dans le fond, lorsqu'elle elle ne disait rien, elle engrangeait quand même. Après, sur l'inflation, elle a proposé des choses comme la suppression de la taxe de la TVA. Voilà, des sujets qui sonnaient aux oreilles des Français comme quelque chose de plutôt doux, mais qui était totalement, effectivement, infaisable. Donc beaucoup de démagogie, et aujourd'hui, avec ce qui se passe évidemment au Moyen-Orient, et ben là, une fois de plus, quand on entend Bardella à propos de l'antisémitisme dire le Rassemblement national est le meilleur bouclier pour protéger les Français de confession juive contre le fondamentalement... Ce que n'aurait pas dit Jean-Marie Le Pen il y y a quelques années. Absolument. Ou quelques décennies. Donc, ils se servent bien évidemment, même si Marine Le Pen a coupé avec l'atavisme, enfin la tradition, l'ADN, l'antisémitisme atavique de son père. Là, elle sort pour le coup complètement de l'histoire du parti. Mais je voudrais dire que quand même, faut être quand même méfiant, vous l'avez dit, avec les sondages. Il nous reste 4 ans et l'histoire nous a enseigné que les vainqueurs des sondages sont souvent les vaincus des suffrages. Donc, prudence. Vous avez tout à fait raison, mais c'est vrai que l'actualité, vous le disiez, joue plutôt a priori en faveur de Marine Le Pen. Vous considérez, Arlette Chabot, que la dernière séquence, le pogrom meurtrier du Hamas, l'assassinat de Dominique Bernard, le professeur de français tué à Arras par un islamiste tchétchène, a joué et joue en faveur de Marine Le Pen et de son parti? Alors, il y a les événements qui jouent en sa faveur, et puis il y a le fait qu'elle ne commet aucune faute. L'intervention lors du débat à l'Assemblée nationale sur le Proche-Orient, la déclaration, vous fermez les yeux, vous oubliez la voix, vous retenez les mots, vous lisez les mots qui ont été prononcés, le mot pogrom notamment, c'est Marine Le Pen. Et c'est sans doute la plus, presque la plus digne dans les oppositions.
Donc c'est fort, le message, globalement... Non, il y a une impeccabilité, c'est vrai, Arlette. Mais impeccable. Bon, non, mais quand vous écoutez la déclaration, franchement, tout le monde a été quand même étonné par la force de la déclaration. C'est Marine Le Pen qui le dit. Vous rappeliez ce que dit Jordan Bardella, qui est évidemment un appel à un certain électorat, on a bien compris, qui regarde autrement aujourd'hui le Rassemblement national et la communauté juive, Arlette, disons-le. La communauté juive, qui certains se demandent si, après tout, elle ne serait pas le meilleur rempart. Donc, tout est en train de prodigieusement basculer. Alors après, on est à 4 ans. Tout ça, effectivement, est très habile. C'est de la part de Marine Le Pen. On est très loin. Et je me dis simplement qu'aujourd'hui, quand on regarde aussi cette enquête d'opinion, on se dit que s'il n'y a pas une alliance entre la droite et les représentants de la Macronie, post-Macronie, qui serait, s'il n'y a pas une alliance avec les LR et le choix d'un candidat commun, effectivement, si ce n'est pas ça, ce sera difficile d'éviter peut-être, si ça continue sur le même chemin, une élection de Marine Le Pen. Alors, vous évoquiez le fait que son discours à l'Assemblée a été plutôt marqué par... D'ailleurs, beaucoup de commentaires l'ont signé son entrée dans le champ républicain. Je vais citer Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP. Ouvrez les guillemets, la structure électorale du RN se rapproche aujourd'hui de celle d'un parti attrape-tout, c'est-à-dire d'un parti classique. Ça veut dire que à la fois la stratégie de la cravate, la stratégie de la discrétion sur les retraites, comme le disait Roselyne Febvre, mais aussi le côté très propre de ses déclarations sur la situation au Proche-Orient, fait d'elle la candidate la mieux placée aujourd'hui pour 2027 ? Mathilde Sirot ? Disons que Marine Le Pen engrange des points, c'est le résultat d'une longue stratégie qui là apporte ses fruits, c'est sûr, une espèce de changement d'image lent, mais qui quand même profond. Qui est profond. Là où, par exemple, dans les structures d'électorat, Marine Le Pen était plutôt la candidate des milieux populaires, des milieux socialement défavorisés, etc. Là, on voit bien qu'elle gagne aussi en audience du côté plutôt des cadres ou des professions intermédiaires, des actifs. Là où elle est aussi plutôt moins bien placée que ses adversaires, c'est du côté des retraités. Mais là aussi, c'est en train de changer. Segment clé de l'électorat, puisque ce sont eux qui... notamment dans un second tour. Voilà, ce sont eux qui font l'élection, c'est ce que disent les politologues. Voilà, donc on voit bien que voilà, sur différents segments de l'électorat, elle progresse. C'est à la fois sa stratégie personnelle, un changement d'image, Arlette l'a dit, une espèce de positionnement respectable, républicain, et qui malheureusement se vérifie encore dans l'actualité dramatique qu'on vit en ce moment. Et donc, ce qui en fait une représentante d'un camp qui pouvait être rédhibitoire pour certains, mais une personnalité politique qui gagne en popularité malgré tout. Moi, je pense qu'il faut faire attention, vous avez raison bien sûr sur tout ce que vous dites, mais à encenser Marine Le Pen. On n'encense pas, on constate. On constate, mais peut-être qu'un jour, on se mordra la langue aussi d'avoir dit, elle, effectivement, que ce soit les politiques ou les journalistes, oui, elle est dans le champ républicain, et ne pas relever ces aberrations. Regardez quand même qui elle fréquente, Viktor Orban. En Italie, c'est Matteo Salvini. Elle trouve Giorgia Meloni beaucoup trop mollassonne. Donc, faisons quand même attention aux termes qu'on emploie. Là, ce n'est pas en fonction de ce que vous dites, mais c'est... De manière générale, le milieu médiatique et les commentaires journalistiques. Elle est impeccable. Oui, mais c'est une stratégie. Et derrière, il faut voir aussi, d'ailleurs, ces propositions quand même parfois aberrantes, économiquement. On se rappelle de l'épisode sur la sortie de l'euro, enfin bon, même si elle s'est rattrapée aux branches, mais il ne faut pas oublier que Marine Le Pen, le jour où elle arrive au pouvoir, si elle arrive au pouvoir, eh bien, elle aura la même impuissance que Giorgia Meloni a aujourd'hui. Et notamment sur les questions le fait de vouloir et de dire on va renverser la... On regarde un sondage. Et qu'elle fera peut-être beaucoup de bêtises. On regarde ce sondage, c'est un moment. À ce moment, on s'interroge sur ce qui explique effectivement ce positionnement. On peut très bien l'expliquer. Je dis tout à l'heure, c'est une stratégie qui marche et elle fait un sans faute. Donc c'est ça. Oui, mais il faut un oui, mais derrière. Non, mais on en est là aujourd'hui, instant T. C'est ça un sondage. On l'a répété 10 millions de fois. Photographie, bien sûr. Un instant. Pour l'instant, c'est ça. Ça ne fait pas oublier le programme économique qui est nul, les difficultés qu'elle aura à gouverner et la déception que crée quand ils arrivent au pouvoir
tous les responsables d'extrême droite, à moins Oui. qu'ils se transforment en dictature. Donc, déception, c'est effectivement l'Italie. Et le régime très autoritaire, c'est Orban, qui effectivement est Et la son Russie ami. aussi. Ça hein, n'enlève bon, là, pas, mais- oui, ça oui, n'enlève pas le reste. Mais Oui, il faut le rappeler. si on l'explique, à l'instant T, c'est vrai que la dédiabolisation, C'est un piège on aussi. dit, en tout cas, elle franchit une étape. Et grâce à qui? Grâce à Jean-Luc Bien Mélenchon. sûr. Donc, c'est effectivement, on inverse. Le Absolument. diable, c'est lui, et ce n'est plus elle pour l'instant. Alors, Je dis bien à l'instant C'est T. ça qui est la redoutable. question à 1000 euros, justement, pour relier tout ce que vous dites, la question qu'on se pose depuis 50 ans, depuis la création du Front National en 72 par Jean-Marie Le Pen, mais qui se pose bien sûr avec d'autant plus d'acuité qu'on a ces résultats, ces chiffres dans ce sondage. Qu'est-ce qui peut stopper cette irrésistible ascension? C'est quels arguments, c'est quels actes politiques? C'est ce que vous disiez, Roselyne Febvre, le fait de rappeler, de marteler qu'elle ne tient pas sur l'économie, qu'elle ne tiendra pas la route sur l'immigration, comme le fait Meloni en Italie, c'est ça? Ben oui, c'est ça. C'est juste rappeler, de prendre nos précautions d'usage, nos précautions oratoires lorsqu'on dit qu'elle est effectivement impeccable sur tel et tel sujet. De rappeler tout de même d'où elle vient, quel est ce parti, ce qu'il propose. Ils se sont habillés, vous l'avez dit Arlette, le diable a changé de boutique. Hein. Aujourd'hui, c'est effectivement Mélenchon avec toutes ses outrances et les imbécilités, même les horreurs. Moi, je rajouterais les horreurs qu'il a pu dire lorsqu'il insulte Yaël Braun-Pivet en disant qu'elle est allée camper et qu'elle va Tel Aviv. favoriser les massacres. Oui, Enfin, ça, c'est immonde. mais c'est immonde. Et je comprends même pas, il perd que... Alors, je sais pas quand Alors, on va en parler tout de suite après. Il perd 5 points, je trouve que c'est... C'est pas sur cher payé. Mathilde Ouais. Sirot, quels sont les arguments, les faits politiques? On a l'impression que rien ne fonctionne et que ça fait 10 ans que le Oui. PS, que Parce LR, qu'elle a pas aujourd'hui été les aussi. macronistes se demandent quels sont les bons arguments. Mais Roselyne a raison de rappeler ce qui se cache derrière le vernis, ce vernis de respectabilité et d'une stratégie politique qui effectivement est bien rodée, hein, il faut le dire, ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire sur le fond d'un projet, sur le fond d'une histoire d'un parti politique et de tous les travers qu'on connaît et qu'on a dénoncés depuis des années. Mais c'est vrai que ces arguments de fond, ces arguments rationnels, politiques, on se demande aujourd'hui si vraiment ils ont un écho. Et c'est d'ailleurs ce qui, parfois, plonge dans le désarroi la classe politique, c'est-à-dire la classe politique du côté de la droite républicaine, du côté aussi du pôle central autour d'Emmanuel Macron. On ne sait plus comment, en fait, aller chercher Marine Le Pen. Quels sont vraiment aujourd'hui les arguments qui permettent de la déstabiliser? Sur quel terrain la tirer? Exactement. Et sur Je crois que tout sera inopérant, en fait. C'est une montée inexorable parce que je pense, pardon Mathilde, je vous coupe, mais je pense que les Français veulent essayer ce qui n'a jamais été tenté. Je crois que là réside l'inexorable montée de Marine Le Pen, uniquement parce que on veut faire table rase du reste, c'est-à-dire de tous les partis, la droite, la gauche, qui se sont partagés le pouvoir en alternance depuis des années et que les Français, dans le fond, veulent renverser la table. Alors il y a quelque chose que les Français ont déjà pense, mais tenté, je sais pas si Mathilde pour le coup c'est le et Arlette macronisme, sont puisque d'accord. ça fera 10 Ouais. ans en 2027. Et une autre indication de ce sondage, ce sont les cotes respectives des héritiers potentiels de Macron. On le disait, Édouard Philippe en tête de cette coterie avec 26%, enfin de ce segment de l'électorat avec 26% des voix au premier tour, devant Gabriel Attal, qui est testé pour la première fois pour une présidentielle et qui arrive quand même à 19%, puis Bruno Le Maire à 18% et enfin Gérald Darmanin à 16%, mais qui gagne 5 points par rapport au mois de mars. Quels enseignements en tirer, Mathilde, pour celui qui pourrait être le candidat de la Macronie en 2027 ? Alors, Édouard Philippe a effectivement une avance certaine qu'il confirme. C'est lui qui est le plus structuré aujourd'hui en vue de 2027, puisqu'on le rappelle, il a un parti politique, il a aussi beaucoup de réseaux, d'élus locaux. Il a été Premier ministre. Il a été Premier ministre, évidemment, donc une stature aussi peut-être plus importante que les autres. Concernant Gabriel Attal, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, ils sont tous les trois ministres, donc ils sont en action, en responsabilité aujourd'hui. On voit que Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, qui sont
chacun des deux à leur poste depuis longtemps maintenant, subissent peut-être une certaine forme d'usure. Alors peut-être moins pour Darmanin qui là est très très présent dans la séquence, mais Bruno Le Maire malgré tout est à Bercy depuis le début, donc c'est très long et c'est difficile d'avoir un discours politique renouvelé, d'essayer d'intéresser, etc. Gabriel Attal, lui, il est à l'Éducation nationale depuis seulement le mois de juillet, donc on a beaucoup raconté qu'il avait effectué cette rentrée politique très offensive, qu'il avait marqué des points en allant effectivement sur une posture d'autorité, de fermeté sur la question républicaine notamment et du harcèlement scolaire. Donc, l'abaya également, voilà, l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras. Absolument. Donc c'est ce sur quoi là il est en train de, il remporte un peu les fruits de cette rentrée réussie, de cette forte implication quand même et d'un certain talent politique qui se révèle. Après, encore une fois, on est très très loin évidemment de l'échéance et la question qui va se poser pour chacun d'entre eux, surtout, c'est comment ne pas se diviser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est un petit peu l'impensé du côté d'Emmanuel Macron et de ses troupes, c'est comment ne pas faire en sorte qu'on se retrouve avec 3 candidats, enfin voilà, plusieurs candidats sur la ligne de départ, ce qui évidemment serait dramatique pour une qualification au second tour. C'est vraiment la question qui va se poser. On a l'absent de ce sondage, c'est peut-être aussi François Bayrou, qui en ce moment est devant la justice, mais qui n'a renoncé à rien s'il n'est pas condamné pour la prochaine fois. Donc on voit pas très bien comment éviter un scénario qui pourrait être celui de la dispersion, de la division. Et la traditionnelle querelle d'héritage. Et évidemment, et la querelle d'héritage sur le positionnement vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Arlette Chabot, vous y croyez, Gabriel Attal? C'est le jeune ministre qui monte très vite, très fort. Oui, juste un mot quand même. Justement, je trouve que c'est l'influence des événements récents sur ce sondage. C'est vraiment la traduction. Hein, on voit bien. Darmanin, Attal qui monte. Voilà. Attal, bon, personne ne le connaissait vraiment en France avant qu'il annonce effectivement l'interdiction de l'abaya. Plus ensuite, évidemment, après l'assassinat du professeur Arras, sa décision même quand il dit qu'il va virer, sortir les radicalisés des établissements scolaires. Tous les élèves qui ont fait des incidents. Voilà, personne ne sait vraiment comment ça va se faire, mais c'est pas grave, il le dit. Donc, on parle de Marine Le Pen et de son discours. On voit quand même à quel point, sur cette enquête d'opinion, effectivement, ce sondage IFOP, il y a l'influence, si j'ose dire, ou les conséquences des événements qu'on a vécus. Donc, Marine Le Pen, les postures de fermeté, quelles qu'elles soient, payent très fort. Attal, très fort. Voilà, deux clairs, nets, il décide. Voilà. Et Gérald Darmanin, qui est pas très populaire. Pourquoi? Parce qu'au fond, on lui reproche évidemment de pas être efficace. Donc là, ça remonte un peu, parce que tous les jours, vous avez vu, le ministère de l'Intérieur vous dit le nombre de gens qui ont été expulsés. Donc même, y compris des gens qu'on pensait inexpulsables, disait-on, mais aujourd'hui, ils finissent par être expulsés. Donc tout ça remonte. Et puis, il y a la stabilité effectivement, Édouard Philippe, qui d'ailleurs, je trouve, devrait quand même un tout petit peu plus s'exprimer en ce moment, parce que il a une expérience, il a une stature d'homme d'État, comme on dit généralement de façon un peu banale, mais il faut qu'il dise effectivement que ce qu'il pense, ce qu'il voit, et ce qu'il imagine, pas qu'il se vauquiérise, quoi. Voilà, et qu'il y a Vauquier, je sais pas qui c'est. On va en parler tout de suite après. On va en parler en tout cas, il faut qu'il intervienne et avoir une position. C'est important qu'il s'exprime. Donc moi, je pense que quand je regarde le reste, je me dis que c'est vraiment instanté, ce sondage. Alors justement, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon à gauche, un enseignement très intéressant de ce sondage également. Malgré ses prises de position, on le disait, indignes sur le conflit au Proche-Orient et ses dérapages, Jean-Luc Mélenchon reste le mieux placé, entre 14 et 15%. C'est tout de même 7 points de moins qu'au premier tour de 2022. Est-ce qu'il paye sa radicalité, son extrémisme et ses fautes politiques? Bah oui, et je trouve que c'est pas cher payé, je trouve. Hein. Perdre que 5 points, moi je sais pas, j'aurais imaginé que ce serait une dégringolade. Là, comme vous le disiez, c'est une légère décote, puisque voilà, Jean-Luc Mélenchon, je trouve que proportionnellement, il paye peu cher ses outrances. Enfin, même le mot outrance ne va pas. Je n'arrive pas à trouver le mot, en vérité. Ses indignités, peut-être. Ouais, j'ai du mal parce que, voilà. Bon, bref, on va trouver le mot, on se comprend. Il y a quand même une clientèle pour mais je pense qu'il a au moins, peut-être, 10-12% de noyau dur. Qui, quoi qu'ils disent, il pourrait tuer quelqu'un dans la rue ou jeter quelqu'un dans la Seine. Les gens continueraient
à voter pour lui. Chacun a son petit coffre-fort hein, dans son parti où Nicolas Sarkozy, rappelez-vous, il avait son petit coffre-fort de sympathisants UMP. Sa part de marché captive, on va dire. Voilà, sa petite part de marché. Et ben voilà, chez Mélenchon, quoi qu'il fasse, il reste, à mon avis, c'est peut-être 10-12% de socle. Alors, à noter également que le communiste Fabien Roussel grignote un petit peu, se situerait entre 6 et 7%. Est-ce que c'est lui qui pique un petit peu des voix à Mélenchon? Et est-ce que vous êtes d'accord avec Roselyne, Mathilde Sirot, sur ce qu'elle disait sur l'insoumis en chef? Fabien Roussel, il intéresse, il a, c'est vrai, son audience, son électorat. Et là, ce que révèle aussi ce sondage et toutes les semaines qu'on vient de vivre dans le débat politique, c'est que là où on parlait de dérapage parfois de Jean-Luc Mélenchon, d'erreurs, de sorties de route, etc., tout ça est savamment pensé. C'est une stratégie, là encore, politique pour complaire à un électorat qui est effectivement peut-être son noyau dur, qui se situe peut-être dans les banlieues, cet électorat-là qui a fait aussi ses députés à l'Assemblée nationale. Hein, et c'est sur ce segment-là qu'il mise, qui est peut-être pas majoritaire, mais qui pour lui reste plutôt bien accroché. Alors, dernière petite conclusion de ce sondage, c'est la déliquescence des grands partis de gouvernement, entre guillemets, ceux qui ont dominé la vie politique sous la Ve République pendant un demi-siècle, le PS et les Républicains. Le socialiste Olivier Faure se situerait autour de 5%, tout comme, pour faire plaisir à Arlette Chabot, le LR Laurent Wauquiez. Pire, ce dernier serait dans tous les cas de figure dépassé par Éric Zemmour, qui récolterait, lui, de 6 à 7,5%. C'est le cimetière des éléphants, Arlette Chabot? Oui, je ne sais pas si c'était des éléphants, mais enfin, c'est effectivement surtout électroencéphalogramme plat, quoi. Je veux dire, et on va parler dans un instant d'immigration, c'est révélateur aussi de la non-existence ou de la déliquescence des Républicains. Quant à Laurent Wauquiez, bah oui, alors tout le monde dit, mais il n'y a aucun doute, bien entendu, sur sa position. Bah oui, d'accord, mais enfin, s'il le répétait, ce serait bien, peut-être, quoi, non? Donc, il y a un moment où, effectivement, c'est épouvantable. Et encore une fois, si les Républicains ne suivent pas le candidat issu de la Macronie, c'est mieux si Édouard Philippe, qui fait partie de la famille, comme dit le président du Sénat, je ne vois pas très bien comment ils peuvent s'en sortir. C'est vraiment la fin qui s'annonce. Bien, tableau très inquiétant. Merci en tout cas pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants. On se retrouve très vite justement pour la loi immigration. Une fois de plus, en calminé. À tout de suite. Ça reste entre nous. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Ça reste entre nous. Radio J, ça reste entre nous. Arlette Chabot, Roselyne Fèvre, Mathilde Sirot. Deuxième sujet de notre débat. On va maintenant se pencher sur la loi immigration, épisode 857. J'exagère à peine. On la croyait relancée par le pogrom meurtrier des terroristes du Hamas et l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras. C'est d'ailleurs le pari que faisait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour remettre sur le métier ce texte qui n'avançait pas depuis un an entre le refus de la droite d'accepter les régularisations sur les métiers en tension et l'aile gauche de la Macronie qui, elle, il tenait dur comme fer. Le ministre de l'Intérieur, il pensait avoir sauvé son texte qui arrive au Sénat, je le rappelle, dans une semaine. Eh bien, patatras, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le blocage est reconduit. Qu'est-ce qui s'est passé, Mathilde Sirot, vous qui suivez de très près l'actualité de l'exécutif? Eh bien là, effectivement, donc ça fait un an maintenant que ce feuilleton... Joyeux anniversaire. que ce feuilleton nous anime. Alors on se rappelle, à la base c'était une présentation à deux voix, Gérald Darmanin, pour le volet bien sûr pour faciliter les expulsions des clandestins, des méchants exactement. Et de l'autre côté, Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui lui portait le volet régularisation et qui a un petit peu disparu depuis quelques mois, qu'on n'entend plus du tout. Il a complètement disparu. Sur ce texte. Maintenant, donc là, il y a une espèce de jeu de poker menteur entre effectivement
la majorité relative qui a besoin de l'appui des LR pour voter ce texte. Les LR qui font d'un point dur la question de ces fameux article 3 sur la régularisation de ceux qui travaillent dans les métiers en tension. Et là encore, qui est venu troubler la fête ces derniers jours? Eh bien, c'est Marine Le Pen qui a dit, écoutez, moi, s'il n'y a pas l'article 3, c'est cette petite loi, je la voterai. Et qui, donc, on se rend compte qu'il y a, là, c'est un petit peu à front renversé entre la droite LR et le RN qui se fait fort là d'essayer de passer pour un parti respectable et constructif de gouvernement. Là, concrètement, David, pour vous raconter ce qui se passe ces derniers jours, alors il y a des dîners, des déjeuners entre les parlementaires du côté de Matignon pour compter comment ça peut passer à l'Assemblée avec les Lyotte, par exemple, qui pourrait être... le petit groupe Liberté, Indépendants et Territoires Outre-mer. Qui pourrait apporter une vingtaine de voix à la majorité. Alors on en est où des décomptes, Mathilde, vous qui suivez de très près le dossier? On en est à peu près à combien de voix qui manquent aujourd'hui? Là, à côté Assemblée, parce que le texte arrive au Sénat d'abord, côté Assemblée, si il y a ce fameux article 3, la majorité sera rassemblée derrière le texte, donc ça fait à peu près 250 voix, plus Lyotte, une vingtaine, donc on est à peu près à 270, mais ça ne suffit pas. Il manque encore une petite vingtaine de voix. Ensuite, ça se joue entre les abstentions, les votes contre, donc là c'est très flou. Et la question qui va aussi se poser plus en avant, c'est est-ce que l'article 3 sera présent après l'examen au Sénat? Pour l'instant, il est dans la copie qui va être examinée à partir de lundi. Est-ce que les LR arriveront à faire supprimer cet article-là? Et est-ce que dans ce cas-là, si jamais l'article tombe, est-ce que le gouvernement le remettra dans la copie? Enfin, vous voyez, il y a plein d'inconnus encore. Et là, pour l'instant, tout le monde navigue à vue. Et bien justement, on va écouter le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, à propos de cet article 3. Et lui, il est très clair, il n'en veut pas, ni maintenant, ni jamais. Mais si vous inscrivez dans la loi un droit automatique à la régularisation, vous fraudez en France, vous serez régularisé. Vous dites au monde entier, venez pénétrer nos frontières illégalement, vous inquiétez pas. Vous aurez un job et surtout, on va vous régulariser. C'est pas possible. Comme le dit Agathe, vous pourriez modifier ça. Vous pourriez introduire dans la loi le fait que ça ne soit pas éventuellement automatique. On ne veut pas que ça bouge. Nous, c'est clair, on veut reprendre le contrôle du chaos migratoire. Pour reprendre le contrôle du chaos migratoire, les choses sont simples. Pas de faiblesse. Pas de petite brèche. Alors c'est très clair, Éric Ciotti, le patron de LR, a même prévenu dans les colonnes du JDD, je cite, « Si le gouvernement passe en force en imposant son article 3, nous n'hésiterons pas à déposer une motion de censure. » Je précise que si tout le monde la vote, RN, gauche et Républicains, cette motion de censure, le gouvernement tombe. Est-ce que c'est du bluff, Roselyne Bachelot? Roselyne Frèvre, oh là là, excusez-moi, quel dérapage, c'est moi qui dérape, c'est plus Jean-Luc Mélenchon, désolé. Je vous en prie, Jean-Pierre, pas de problème. Alors, du coup, j'ai perdu votre question, mais c'est pas rien. Mais pour revenir Est-ce que c'est du bluff, la motion de censure? Le bluff, oui, c'est le jeu. La motion de censure, c'est toujours un jeu de poker. Mais c'est comme le loup, à crier au loup, peut-être qu'un jour, ça va arriver. Mais on en parlait tout à l'heure, il suffit de regarder les sondages. Les LR, est-ce qu'ils ont intérêt à une dissolution? Ils vont se retrouver, ils sont déjà en maillot de bain, ils vont se retrouver à poil. Je suis désolée, mais donc je suis pas sûre que ce soit une option pour eux. Non, ce qui va se jouer, c'est au Sénat. Parce qu'au Sénat, il faut pas oublier qu'il y a un gros groupe centriste qui pour le coup est d'accord avec l'article 3. Il veut cet article 3. Donc ça va se discuter à l'Assemblée, au Sénat. Est-ce que les LR vont tomber d'accord sur un texte où il y aura un compromis entre les durs et les moins durs, et dans ce cas, le texte arrivera sur la base de ce qui a été décidé au Sénat, et vont mettre dans une sorte d'empêchement les républicains de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, je fais un peu de politique fiction, mais mettons qu'ils se mettent d'accord sur le texte au Sénat, puisqu'il y a ce fort groupe centriste, ça mettra quand même en porte-à-faux les républicains. Alors justement, le groupe LR du Sénat, il prévoit même, outre le fait de retirer l'article 3, de durcir le texte avec une vingtaine d'articles. Il y a la fin de l'aide médicale d'État, l'AME, la fameuse AME, le durcissement du regroupement familial, la révision des conditions d'octroi de la nationalité, j'en passe et des meilleurs. Comment vous jugez l'attitude, Arlette Chabot, des LR sur cette affaire? Ça rime à quoi, cette surenchère permanente? C'est une bonne question, parce que je crois qu'ils perdent beaucoup en image. Le gouvernement a déjà fait
des efforts. Je veux dire, l'aide médicale d'État va devenir l'aide médicale d'urgence. Ça, Gérald Darmanin l'a plus ou moins accepté déjà. Donc, ça va bouger. Mais ce qui est frappant, c'est quand même d'entendre Bruno Retailleau dire qu'il n'est pas responsable du groupe des députés, renvoyer son homologue à ses responsabilités, dire qu'Éric Ciotti dit ce qu'il veut, mais qu'en gros, lui, il dit autre chose et c'est normal. Donc, il y a une espèce de jeu permanent qui est quand même une image, qui donne une image, je trouve, absolument déplorable. Parce que, effectivement, ça fait 1 an qu'on en parle. Donc, chacun ait mis une ligne rouge, que ce soit un débat. Mais les circonstances font qu'il faudrait peut-être qu'un tout petit peu, vis-à-vis des Français, ils se disent quelle image on renvoie des Français. On renvoie aux Français. Donc, il y a un moment où il faut dépasser un peu des deux côtés. Hein. D'ailleurs, le gouvernement aussi, mais il y a des efforts. Jusqu'où ça va? Mais il faut quand même montrer aux Français que les problèmes vont être traités, qu'on ne va pas s'arrêter. Alors oui, on peut. L'article 3, c'est... il y a beaucoup dans la majorité des macronistes qui veulent absolument que cet article 3 reste et qu'on ne procède pas par une circulaire qui existe déjà et qui serait améliorée. Mais tout ça, au bout du compte, je pense que dans une période normale, aurait pu être écouté et redébattu. Mais là, on se dit, dépêchez-vous, il faut des mesures, il faut les voter. Et donc, ils trouvent une solution. La dissolution, évidemment, ça fait marrer tout le monde parce que personne n'a envie, vous imaginez, franchement, de faire tomber le gouvernement. Dans une période pareille non plus. Est-ce qu'ils peuvent trouver un accord? C'est vrai que le texte qui sortira du Sénat, ce sera fondamental. Mais après, est-ce qu'ils peuvent être à la hauteur des événements? Pour une fois, quand même, en ce moment, je trouve que c'est essentiel. Alors justement, on va écouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui défend mordicus son texte et renvoie ses anciens amis de LR, je rappelle qu'il est issu de la droite républicaine. Ses arguments, on l'écoute tout de suite, c'était sur RMC cette semaine. C'est un texte, il y a 48 articles, qui a été co-construit pour l'instant avec le Sénat. C'est un texte de grande fermeté. Est-ce qu'on imagine un seul instant que la droite sénatoriale, pour qui j'ai beaucoup de respect, va refuser de voter un texte parce que nous disons, indépendamment du fait qu'on va simplifier les procédures, indépendamment du fait qu'on va expulser les étrangers délinquants, qu'on va pouvoir avoir en France des gens qui travaillent dans nos restaurants et dans notre agriculture. Et donc, ça veut dire que vous tenez bon et vous gardez cet article 3. Je suis évidemment très attaché au fait de ne pas confondre tout et n'importe quoi. Mes deux grands-parents sont venus de l'autre côté de la Méditerranée, travailler dans les mines pour l'un, dans l'armée pour l'autre, et c'est normal qu'ils il y a la question de fond, mais il y a la question politique. Juste, je vais vous lire ce que disait Olivier Marleix hier dans les colonnes du Parisien. Oui, Gérald Darmanin ment aux Français, c'est un texte avec des fausses mesures de droite sans effet et avec des vraies mesures de gauche. Pardon, mais si vous voulez arriver à un compromis avec des gens qui vous parlent comme ça va être compliqué, je pense. Hein. J'ai pas lu ce qu'a dit monsieur Marleix. J'ai vu pareil. Non, ça m'a pas beaucoup intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est le fond. C'est la bataille du fond. Est-ce que, oui ou non, ce texte est important pour la sécurité des Français? Mathilde Thiraud, qu'est-ce que vous en pensez de l'argumentaire du ministre? Ça tient la route? Justement, il parle de bataille de fond et le danger, là, le risque pour le gouvernement, c'est vraiment de ne convaincre personne, de perdre les Français dans cette espèce de bataille politique qui se joue, même au sommet de l'État. Songez que quand même, entre Elisabeth Borne, la Première ministre, et le ministre de l'Intérieur, c'est à couteau tiré. C'est-à-dire que les deux ne s'entendent pas. Hein, c'est depuis le début comme ça, ils sont très différents. Ils ont un parcours à l'opposé, etc. L'un vient de la droite, Elisabeth Borne est plutôt issue du centre-gauche. Et cet été, ce qui s'est passé, c'est que Gérald Darmanin a mené une campagne très offensive pour récupérer la place d'Elisabeth Borne. À Matignon. À Matignon, exactement. Qui était couronné de succès. Donc qui n'a pas fonctionné, mais qui n'a pas échappé bien sûr à Elisabeth Borne, qui sous ses airs parfois de technicienne ou de technocrate, elle ne perd rien de toutes ces agissements. Et donc là, pour elle, la question c'est est-ce qu'elle va à la fin imposer un 49.3 à Gérald Darmanin, qui n'en veut pas. Il ne veut pas du tout avoir recours à cet article pour faire passer sa loi, parce que pour lui, ce serait un échec de conviction, de tous ces efforts qu'il déploie depuis 1 an. Et elle pourrait dire, voilà, je veux que la loi passe, et donc je dégaine cet article-là. Vous le disiez, il y a quand même un vrai risque numérique à aller au vote. On va être à quelques voix près. Comme sur la réforme des retraites, d'ailleurs.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, le texte est inscrit à l'agenda en séance publique de l'Assemblée juste avant Noël. Le risque, c'est qu'il y ait encore des milliers d'amendements et donc qu'au soir du 22 décembre, qu'il n'ait pas fini d'examiner le texte. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que le gouvernement décide de passer en 49.3 pour accélérer ? Est-ce qu'on reprend l'examen un mois plus tard, c'est-à-dire fin janvier ? Enfin, vous voyez, il y a plein de difficultés qui s'entremêlent. Et je pense que le péché originel de tout ça, c'est d'avoir voulu faire en même temps expulser plus et régulariser plus. Les méchants et les gentils, voilà, comme vous le rappeliez. Les méchants et les gentils, c'est-à-dire un message finalement assez contradictoire et qui là, voilà, en majorité relative, n'est plus possible. On en revient au péché originel du en même temps voilà, macroniste. Et puis c'est un sujet en plus qui, pour Emmanuel Macron, enfin on l'a vu en premier quinquennat, qui est très compliqué. Sur la loi Collomb, on se souvient des débats. C'était la première déchirure au sein du camp macroniste. Absolument. Et à la fin des fins, sur les 300 députés à l'époque En Marche, seulement 200 avaient voté. Vous avez raison, la fameuse loi Asile et Immigration. Roselyne Febvre ? Alors moi, je trouvais que ce en même temps n'était pas une mauvaise idée. Parce que voilà, le volet humaniste, le volet économique tout simplement, puisque le MEDEF soutient cette mesure de régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. On les entend pas trop. C'est vrai qu'ils s'en rendent pas vraiment. C'est vrai. Donc il y avait une logique, il y avait comme en diplomatie, ce qu'on appelle l'équilibre. Et c'est vrai que les choses ont un petit peu changé. À voir le sondage du Figaro aujourd'hui, on se dit que voilà, faut peut-être un peu pas fermer les vannes, mais être ce que je disais tout à l'heure, avoir à la fois des précautions oratoires sur ce qu'on dit en encensant Marine Le Pen ou en disant ce qu'elle voudrait qu'on signale, et faire aussi attention aujourd'hui à si on laisse ouvrir ces vannes-là, ça va une fois encore favoriser Marine Le Pen. Donc les choses ont un petit peu changé, je trouve. Alors, ça rejoint d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure sur le fameux sondage du Figaro. Marine Le Pen, et je crois que c'est vous qui le citiez, Mathilde Sirot, elle a expliqué qu'elle pourrait voter ce texte qui, je cite, améliore un tout petit peu la situation, entre guillemets, sauf si bien sûr le fameux article 3 est maintenu. Ça veut dire que Marine Le Pen est quasiment, j'exagère à peine, plus arrangeante que les Républicains ? Oui, en tout cas, elle est aussi arrangeante que les Républicains arrangeants. Voilà, c'est la même position au fond. Donc tout ça est aussi un piège. Tout ça dit au milieu, elle n'a pas fait une conférence de presse sur le sujet. Tout ça est glissé, dans une émission, c'est un petit texte, mais bon, on pourrait le voter parce que ça peut améliorer. Ce qui prouve, puisqu'on parlait de stratégie tout à l'heure quand même, ou tactique au choix, mais en tout cas, c'est plutôt malin face à des LR, encore une fois, qui se déchirent. Qui savent plus où ils habitent. Qui savent absolument plus où ils habitent. Et finalement, parmi les hypothèses, il y avait effectivement la possibilité de scinder le texte en deux. C'était avant les vacances, on scinde en deux, comme ça on peut trouver un accord avec les LR et la gauche pourrait voter le deuxième texte sur la régularisation dans certaines conditions. Moi, je pense que tout ça, quand même, il y a beaucoup de postures, évidemment. Je pense qu'un accord pourrait être possible à condition qu'on le veuille vraiment et que personne ne se dise « je vais gagner ». Un avantage, je vais marquer un point. Mais c'est ça, on a l'impression que personne ne veut lâcher le point au concurrent, que ça devient l'enjeu numéro un plutôt que le texte sur le fond. Ce n'est pas l'essentiel sur le fond. Voilà, donc on peut effectivement trouver des moyens de respecter aussi le volet social, parce qu'il ne faut pas être hypocrite, si on n'a pas effectivement ces immigrés qui travaillent chez nous, on sera bien embêtés. Donc tout le monde est un peu faux cul et c'est un bras de fer. Et une espèce de chantage permanent qui est vraiment, je trouve, compte tenu encore une fois du climat, très fatigant et très affligeant. Ça veut dire que l'immigration devient le sujet numéro 1 de confrontation politique dans notre pays. Ça promet d'ailleurs pour l'élection présidentielle de 2027. Et ça rejoint évidemment les chiffres qu'on commentait tout à l'heure, Mathilde Sirot. Oui, c'est exactement ça. Et en plus, avec cette espèce de sentiment quand même que c'est un énième texte, je crois, le 30e depuis les années 80. Une trentaine de textes depuis les années 80, absolument. Donc, une législation qui sans cesse évolue avec ce sentiment qu'on n'arrive pas finalement à réguler. Les demandes d'asile, d'ailleurs, ont explosé. Donc, c'est ça aussi que Gérald Darmanin paye aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a besoin de cette loi et de cette victoire politique. Sinon, pour lui, c'est dramatique. Et effectivement, sur la question des OQTF, sur lequel il fait beaucoup depuis quelques semaines, beaucoup de communication, on l'a vu. Merci pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants. On se retrouve très vite pour évoquer l'inquiétante explosion des actes antisémites en France depuis le 7 octobre. À tout de suite. Ça reste entre
entre nous. Radio J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité. Et je suis ravie d'être invitée à Radio J. Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir. Réécoutez cette émission à partir de 22h sur Radio J. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Arlette Chabot, Roselyne Febvre, Hénon Bachelot, Mathilde Siro, troisième et dernier sujet de notre débat, l'explosion des actes antisémites en France depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre et les réactions politiques qu'elle suscite. En 3 semaines, plus de 819 actes antisémites, d'après le ministre de l'Intérieur. C'est plus que pour toute l'année 2022. Et il y a eu également 14 interpellations selon Gérald Darmanin, qu'on écoute tout de suite, c'était sur RMC. Qu'on met les moyens, et c'est la demande du président de la République, très important pour protéger tous les Français de confession juive, les synagogues, les écoles, les lieux qu'on pourrait qualifier de communautaires, qu'il y a beaucoup d'actes antisémites en France, c'est tout à fait vrai, 819 actes antisémites depuis le 7 octobre dernier, c'est aussi, et ça c'est important de le dire, 414 interpellations par les policiers et les gendarmes pour des personnes qui faisaient des actes antisémites, donc là, les policiers, les gendarmes, les militaires de Sentinelle sont là pour protéger nos concitoyens, mais il y a un antisémitisme latent, important dans le monde, et en Europe en particulier. Et nous qui avons la première communauté juive d'Europe, je veux dire à nos concitoyens juifs que nous faisons tout pour les protéger. Alors, ces derniers jours, des étoiles de David ont été taguées à Paris, dans plusieurs villes de banlieue, Vanves, Fontenay-aux-Roses, Aubervilliers, Saint-Ouen, où elles étaient même, dans ce cas, accompagnées d'inscriptions comme « De la mer au Jourdain, Palestine vaincra ». C'est donc l'éradication de l'État d'Israël qui est sous-tendue par cette tag. 3 enquêtes judiciaires ont été ouvertes. Des écoles juives ont également subi des menaces. Pourquoi, Arlette Chabot, une telle explosion des actes antisémites, une telle libération de la parole ? À chaque fois qu'il y a eu le conflit, effectivement, au Proche-Orient éclate, redouble, il y a des conséquences en France. Bon, voilà, après, on n'est pas les seuls, je veux dire, parce qu'on se concentre évidemment, et c'est normal, sur la France, mais je trouve que ce qui se passe totalement en Allemagne est au Berlin, moins des aussi maisons taguées également avec des étoiles de David. Donc ça, et aussi au Royaume-Uni et aux États-Unis, on est aussi effrayé sur les campus, par notamment. Un certain nombre de prises de position ou de graffiti ou autres. Donc ça touche tout le monde. Donc il y a un vrai problème. Et voilà. Donc moi je pense que la seule solution, c'est qu'une mobilisation de tous les citoyens. Donc on va expliquer pourquoi effectivement cet antisémitisme a évolué au fil effectivement des années et des conflits, et qu'on est passé sur effectivement l'antisionisme égale antisémitisme, qui était quelque chose que personne effectivement ne voulait relever il y a quelques années. Je crois qu'il y a une mobilisation des Français. Si on dit on est tous Français, au fond, il y aurait, comme on disait autrefois en guerre d'Algérie, des ratonnades en France. Je pense que les Français pourraient aussi dire c'est insupportable, c'est abominable. Donc s'il n'y a pas une mobilisation des citoyens, de tous les Français, je crois que c'est ça qu'il faut, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, manifestation, c'est pas bien vu, mais il faut que les Français le disent, se mobilisent, parlent autour d'eux et expliquent. Il y a beaucoup aussi de bêtises dans ces actes, d'ignorance crasse. Donc je crois qu'il faut que les Français se mobilisent, qu'on se passe aussi dans les écoles. Alors évidemment, chaque fois on charge les écoles, mais c'est pas inutile que des adultes aillent dans des écoles aussi parler, expliquer. Je pense que c'est utile. Mais s'il n'y a pas une mobilisation de toute la société française, on n'y arrivera pas à limiter. Et je dis aussi de la société allemande, de la société américaine, de tout ce qu'on veut. Il y a un vrai sujet qu'on doit traiter collectivement. Donc, il faut qu'on porte plainte à chaque fois qu'il y a une agression ou une insulte. Il faut qu'il y ait des sanctions très fortes, mais il faut surtout que tout le monde parle et dénonce ce qui se passe aujourd'hui. Alors, et quand même un paradoxe, c'est que la guerre actuelle entre Israël et le Hamas, qui a tout de même été déclenchée par un massacre atroce de civils, le pire depuis la Shoah, celui du 7 octobre, réveille le sentiment antisémite. Normalement, ces horreurs, elles auraient dû plutôt susciter de l'empathie pour la communauté juive, non, Roselyne Febvre ? Oui, dans toute logique, mais là, on a été face à une sorte d'avilissement de l'humanité. Et ce que Arlette dit est très juste. Malheureusement, je pense que cet antisémitisme, il y a un antisémitisme d'atmosphère, comme dirait peut-être Gilles Kepel, mais il y a un antisémitisme qui date de la nuit des temps.
Et certains viennent se greffer effectivement sur cet antisémitisme d'atmosphère pour libérer leurs paroles. L'antisémitisme, c'est comme une vague, finalement, qui revient régulièrement, et elle était partie au large, et régulièrement, elle revient. Alors, c'est le 19e, le 20e, c'est même bien avant. Alors maintenant, on dit que l'islamo-gauchisme vient, en fait, aussi taper cet antisémitisme sous-jacent, puisqu'on parlait tout à l'heure de Darmanin, mais il a pointé du doigt l'ultra-gauche. Alors effectivement, de qui il parle quand il parle de l'ultra-gauche? Lui, clairement, il pense bien sûr à l'extrême gauche classique, mais aussi, je pense, à la France insoumise et à Jean-Luc Mélenchon et ses proches. Bien sûr. Et on avait tendance à croire que l'antisémitisme venait de la droite, de l'extrême droite, de ce qu'on a connu, Vichy, etc. Et ses héritiers, donc le Front National de Jean-Marie Le Pen. Mais si on revient plus loin, il y a René Girard qui parlait du bouc émissaire, où le juif, dans le fond, est le bouc émissaire de toutes les sociétés traditionnelles. Donc cet antisémitisme-là, il est ancré. Il est ancré, et je crains qu'il ne soit là, il est même dans l'inconscient collectif. Donc là, je fais peut-être un peu de philo à la con. Mais, non, mais c'est une question également philosophique. Oui. Ouais, je pense que ce sera dur de se débarrasser. C'est une plaie. Alors, c'est une plaie. On évoquait le cas de l'extrême gauche. Est-ce qu'on peut dire que Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis ont une part de responsabilité par leurs expressions depuis le début de cette crise, depuis le 7 octobre? C'est bien le moins, quand on a vu toutes les déclarations de lui-même et de tous ses lieutenants, de cette incapacité à nommer les choses, à nommer le Hamas comme un mouvement terroriste, d'avoir vraiment une ambiguïté. Enfin, c'est plus qu'une ambiguïté, c'est une instrumentalisation, une récupération qui attise aussi cette haine, ce sentiment, et qui là, en fait, au-delà des mots, on se demande que peut faire le politique, c'est-à-dire la puissance publique politique pour éradiquer cette haine du juif qui est effectivement, comme l'a dit Roselyne, très ancrée, qui est vraiment un mal à la racine, au-delà des condamnations, effectivement, des condamnations dans les mots, dans les actes, donc une réponse très ferme de l'État quand il y a des dégradations, des actes, etc. Mais comment vaincre ce sentiment-là qui se répand? Là, on voit bien qu'il n'y a pas de solution, et ce qui est très important, c'est que l'antisémitisme ne doit pas être un problème de juifs, c'est un problème de civilisation, de tous les Français et au-delà. Mais aussi, ce qui est frappant quand même dans ce qu'on vit en ce moment, donc effectivement, il y a le comportement de Mélenchon et des siens qui est très problématique, et qui là se révèle au grand jour encore plus que ce qu'on a pu vivre avant, mais aussi en fait assez peu de mobilisation quand même citoyenne pour aller dénoncer ce qui s'est passé. Il y a eu un rassemblement du CRIF, c'était pas non plus des foules immenses. Alors même qu'à Carpentras, souvenez-vous, dans les années 90, des marches, il y avait eu 1 million de personnes de mémoire à Paris après cet acte atroce perpétré dans un cimetière. Alors vous citiez la réaction des pouvoirs publics, on va écouter justement la réaction très ferme d'Elisabeth Borne, c'était hier à l'Assemblée nationale, à la fois sur la réponse du gouvernement, mais aussi sur la nécessité d'éduquer la société. Depuis les attaques terroristes du 7 octobre contre Israël, les manifestations de haine se sont intensifiées. Plus de 850 incidents ont eu lieu et près de 6000 signalements en ligne ont été réalisés. Ces derniers jours, à Saint-Ouen, à Paris, au Petit-Quevilly, les habitants ont découvert des tags antisémites sur les murs de leur ville, des étoiles de David ou des croix gammées comme une évocation glaçante du passé. Au nom du gouvernement, je condamne avec une fermeté absolue ces agissements ignobles. L'antisémitisme, c'est la lâcheté, la haine de l'autre, et tous ceux qui se rendent coupables de ces actes doivent être interpellés et condamnés. La France s'est construite depuis plus de 200 ans comme une terre de liberté,
d'ouverture et de tolérance. S'en prendre à quelqu'un parce qu'il est juif, c'est s'en prendre à nos valeurs les plus fortes. C'est s'en prendre à ce qui nous rassemble. C'est s'en prendre à l'âme même de la République. Rien ne peut être toléré, justifié ou excusé. Nous ne laisserons rien passer. Roselyne Lefebvre, est-ce que la réponse du gouvernement, est-ce que la réponse d'Elisabeth Borne est à la hauteur de ce qui est en train de se passer? Alors, elle est à la hauteur, parce que dans ce qu'elle dit, et puis en plus, elle est d'autant plus légitime, ayant eu un père déporté, voilà, elle pose des mots importants, et que c'est son rôle de condamner, mais on aurait eu envie qu'elle pose des actions, parce que l'action politique, c'est poser des actions. C'est pas faire des grands dégagements et enfiler des perles et condamner. Oui, alors on condamne, je condamne, tu condamnes, nous condamnons, ils condamnent. Résultat des courses, qu'est-ce qui est proposé? Est-ce que, je sais pas, juridiquement, on peut attaquer quelqu'un qui fait des insultes antisémites sur des plateformes, quelles qu'elles soient, et dire aux plateformes, bah, dans ce cas, vous serez comptable de... Voilà. Vous voulez dire muscler un peu la réponse, proposer un plan de lutte, comme il y a eu contre le séparatisme, par exemple? Oui, c'est comme il y a effectivement des morts, des attentats, on met, souvent j'entends des gens dire, mais ça suffit de voir des fleurs, des bougies, des nounours. Bah, là, c'est un peu ça. C'est des condamnations. Mais c'est un peu le ministère de la parole, c'est-à-dire qu'on condamne fermement, mais so what? Il manque derrière une action, une politique publique, une action publique. Mais oui, et c'est ça le drame des politiques aujourd'hui, c'est que l'action, ça porte plus ce nom-là. Arlette Chabot, vous êtes d'accord? Une réaction un peu en deçà du gouvernement, comme le dit Roselyne? C'est très, très compliqué, en dehors des poursuites, effectivement. C'est pour ça que je disais, tous ceux qui sont des victimes d'agressions, d'insultes, ils doivent absolument porter plainte et il faut que ça passe par la justice. Après, encore une fois, il faut expliquer, il faut reprendre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'école. Évidemment, c'est banal, mais bon, quand on va dans les écoles et qu'on parle et qu'on discute, pour convaincre aussi des gamins qui soit ne savent rien, soit subissent dans leur famille un bon, je vais pas dire endoctrinement, mais en tout cas qui entendent des paroles qui sont effectivement... pas favorable aux Juifs. Bon, voilà. Après, il y a eu des alertes. C'est comme pour tout. Ilan Halimi, quand il est torturé, assassiné, ça n'est pas rien. Donc, je pense qu'à chaque fois, sur tous les sujets, on a laissé passer au bout du compte. Il y a un bon coup d'émotion. Tout le monde partage ce sentiment. Comme le disait Roselyne, des bougies, des fleurs, des nounours, et après on passe à autre chose. C'est comme les attentats, on passe à autre chose. Bon, voilà. Et combien il y a eu de débats sur, vous vous souvenez, Dieudonné, Valls, on disait qu'il était névrosé parce qu'il s'attaquait à Dieudonné et voulait l'interdiction de ses spectacles. Tout ça, ça fait des polémiques, et puis on oublie, et puis ça passe, et puis on revient, et on recommence. Alors qu'il avait raison, puisqu'on voit qu'aujourd'hui que le mal semé, les mauvaises graines semées par des activistes comme Dieudonné ont germé dans les esprits et aboutissent à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est vrai, pardon de dire, c'était confortable de dire, mais c'est l'extrême droite. Et il y a toujours à l'extrême droite des antisémites. Et il y a aussi des gens qui sont fortement soupçonnés d'antisémitisme autour de Marine Le Pen aujourd'hui. Elle aurait vraiment intérêt à faire le ménage, elle aussi. Donc, mais c'était facile. Après, quand on est arrivé sur la gauche, tout le monde était un peu mal à l'aise. Parce que c'était impossible d'imaginer que des gens à gauche, quand même, flirtaient avec l'antisémitisme ou au contraire, voilà, dissimulaient un certain antisémitisme derrière des positions qui paraissaient légitimes. Donc, il y a un gros malaise, mais tout ça est passé au fil des années. Alors justement, vous citiez Marine Le Pen. On le disait tout à l'heure, Marine Le Pen, le Rassemblement national ont soutenu Israël sans réserve, ont condamné l'attaque terroriste du Hamas. Est-ce que c'est une étape supplémentaire dans la normalisation de l'extrême droite? Est-ce qu'on peut vraiment considérer, compte tenu de son passif, de son histoire et des gens que vous citez dans l'entourage de Le Pen, qu'elle n'est plus antisémite aujourd'hui? Je crois qu'ici, dans cette émission, on a dit une fois que la dédiabolisation serait terminée lorsqu'elle se serait débarrassée son entourage. Des derniers antisémites qui subsistent. Voilà, de quelques antisémites qui restent, qui sont là, qui ont pu la conseiller, qui sont proches d'elle. Donc le jour où elle dira « c'est fini parce que c'est insupportable », et même elle peut garder des liens d'amitié, mais en tout cas les écarter totalement, là ce sera effectivement un bon signe de dédiabolisation. Mais moi je regrette que sur tous les sujets, encore une fois, à chaque fois on est soit « allez, c'est fini, on passe à autre chose et on oublie ». Il ne faut pas oublier, il faut se dire que c'est des actions de fond et permanentes. Parce que quand des jeunes d'aujourd'hui font preuve d'inhumanité absolue vis-à-vis des otages, il n'y a pas eu de manifestation pour la libération des otages. Vous avez raison. Vous connaissez ça, quand on a eu des otages pris, journalistes ou autres, dont des otages français enfermés, et il y avait leurs photos
voilà, Absolument. sur l'hôtel de ville. Les gens manifestaient pour avoir la libération. Donc, ce qui n'empêche pas de dire que la cause palestinienne doit être défendue. C'est autre chose, mais sur des otages, c'est insupportable. Personne n'a manifesté pour la libération des otages. Vous avez raison. Personne n'a manifesté. Bon, la guerre continue. Alors après, et on voit bien qu'avec la réplique, et on le savait, la réponse d'Israël, l'émotion allait changer de camp. Mais personne dans les premiers jours n'a manifesté pour dire on veut la libération des otages. Une absence d'empathie et de compassion, vous avez tout à fait raison. Mathilde Sirot, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui l'antisémitisme, compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire, se situe davantage à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, davantage chez Jean-Luc Mélenchon que chez Marine Le Pen? Est-ce que c'est possible d'affirmer ça? C'est difficile de quantifier, d'évaluer, mais on voit bien que dans la posture, que ce soit de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon, là, il y a à des années-lumière. Évidemment, c'est-à-dire qu'il y en a une qui essaye de faire oublier l'histoire de son parti, l'histoire même familiale, parce qu'on parle de son père, sur l'antisémitisme, sous couvert de se faire la première porte-drapeau de la communauté juive, etc. Donc voilà, avec beaucoup d'opportunisme, évidemment. Et de l'autre côté, au contraire, un Jean-Luc Mélenchon qui est de plus en plus dans la radicalité. Mais lui aussi par opportunisme. Par opportunisme qui veut flatter toute une autre partie de sa clientèle électorale. Celle des banlieues, disons-le clairement. Exactement. Roselyne Févre. Oui, mais quand je pense à Jean-Luc Mélenchon, je pense à Jérémy Corbyn en Grande-Bretagne, qui quand même l'ancien leader du Parti travailliste. L'aile gauche du Parti travailliste, et qui quand même s'est révélé être un antisémite caché en vérité. Sous couvert d'antisionisme. Voilà, sous couvert d'antisionisme. Et toujours ce lien quand même pour la gauche sur la détestation de celui qui possède l'argent, le capitalisme détenu par les juifs en quelque sorte. C'est quand même l'idée un peu très simpliste pour certains. Je ne dis pas que c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, je n'en sais rien. Mais il y a quand même ce fond de sauce dans l'antisémitisme de gauche aussi. Mais très clairement. Jérémy Corbyn, qui est venu soutenir un certain nombre de candidats de la France Insoumise aux dernières législatives à Paris, alors qu'il était déjà écarté de la direction de son parti, parce que effectivement, il y a un moment où l'antisémitisme, ça passait plus. Parenthèse, pardon. Non, mais vous avez raison de le souligner, parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même quelqu'un qui vient de la gauche, d'abord, qui vient du rocardien. Enfin, il a été trotskiste, mais il a été aussi rocardien dans un deuxième temps, plutôt républicain, plutôt laïque. Et on voit qu'aujourd'hui, il se perd dans ces méandres-là, par souci clientéliste, mais qu'il ne peut pas être soupçonné, lui, d'antisémitisme à la base, mais il fait de l'antisémitisme électoral ou politique. Je sais, mais il y a un truc qui me dérange quand même dans cet argument de dire que c'est électoral. Donc ça voudrait dire que, je crois que c'est 70% de la communauté musulmane qui a voté pour Mélenchon, ce qui laisserait donc entendre que 70% de la communauté musulmane est pour ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est quand même hyper choquant. Mais dans un autre sondage IFOP publié par le CRIF, un autre sondage IFOP publié par le CRIF, vous voyez que la plus forte proportion de gens qui soutenaient les actions du Hamas se situait chez les électeurs de la France Insoumise. Je crois que on n'était pas loin des 30%. Qui ont voté pour lui, c'est ça. C'est dans les 70%. Est-ce que on peut dire que tous les 70% seront des supporters du Hamas? C'est ça qui est un peu gênant. Je suis pas sûr, mais Arlette Chabot, antisémite, Jean-Luc Mélenchon ou pas? Je dis à chaque fois que j'arrive pas à y croire. Je crois au calcul politique cynique total. C'est presque pire. Et oui, c'est presque pire. Alors peut-être que je ne sais pas. Je ne peux pas. Et à chaque fois, je me dis c'est pas possible que Jean-Luc Mélenchon soit antisémite, antisioniste. Et c'est la manière dont il s'exprime au fond, c'est aussi dévoyer la cause palestinienne, l'affaiblir. De la manière dont il s'exprime. Condamner le Hamas, franchement, dire que c'est effectivement un mouvement terroriste, oui, c'est de fait, c'est un mouvement terroriste qui, en plus, vous l'avez entendu, dit que à quoi servent les souterrains? À se protéger. Vous protégez les Gazaouis? Ah non, ce sont des réfugiés, c'est aux Nations Unies de les protéger, c'est pas à nous. Quand on a entendu ça, s'il y a des gens qui encore doutent de la finalité de ce mouvement,
Franchement, alors là, je serais totalement, je disparais du monde. Mais c'est extrêmement clair. C'est-à-dire, c'est un mouvement terroriste qui n'en a rien à foutre des citoyens de Gaza, qui effectivement mène son combat contre Israël. Donc c'est ça qui fait que c'est insupportable. Et donc, je pense que Mélenchon qui instrumentalise effectivement et qui utilise et qui pense au vote des banlieues, je trouve ça insupportable. Et je ne peux pas imaginer qu'il soit antisémite, encore une fois. Et c'est, comme on disait, c'est presque pire si c'est par opportunisme électoral. Eh bien, merci à toutes les trois pour vos infos, explications lumineuses. Merci Jean-Luc. Merci vos éclairages. Elle va m'en vouloir. Nous savons toute l'explosion de l'antisémitisme en France, de l'irrésistible montée ou non de Marine Le Pen, en tout cas dans les sondages et des débats qui font rage sur la loi immigration. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, en compagnie des meilleurs décrypteurs et décrypteuses de la pole. Et d'ici là, je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à très bientôt. Radio J. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée.